Et de retour dans Bonjour Bretagne, deuxième partie. Nous parlerons politique dans un instant comme chaque vendredi. Aujourd'hui, Maxime Touzé est notre invité. Bonjour. Thémador. Vous êtes candidat aux élections législatives donc pour l'UDB. On vous retrouve dans quelques instants, mais juste avant l'édito, comme chaque vendredi également avec Jean-Jacques Urvoas. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pauline. Aujourd'hui, vous nous parlez d'Elisabeth Borne et de limites. Oui, il y a un jeu de mots que je n'ai pas osé faire, je préférais vous le laisser. Évidemment, on ne peut que parler de la nouvelle Première ministre. Et de quoi est-elle le nom ? Eh bien justement, il me semble qu'elle est le nom de la conception que le président de la République se fait de la fonction de chef de gouvernement. Et le moins que l'on puisse dire, quand on regarde son parcours, c'est que pour le chef de l'État, le Premier ministre, la Première ministre, est bien plus une compétence technique qu'une autorité politique. Il fut un temps où on disait que le Premier ministre était le chef de la majorité. Une période probablement désuète où il fallait avoir parfait un parcours, une espèce de cursus honorum où on commençait par l'élection locale, puis on avait un mandat de parlementaire, puis peut-être on exerçait une responsabilité, et puis on pouvait espérer le Graal qui était donc Matignon. Tout ça semble définitivement appartenir au passé parce que Mme Borne, qui a évidemment des tas de qualités, n'a en tout cas aucun ancrage électoral. Elle va tenter pour la première fois de se faire élire aux occasions des législatives, espèce de retournement de l'histoire. Elle n'a pas de relais dans le parti présidentiel. On la voit mal s'autoproclamer chef de la majorité. On voit mal surtout les parlementaires la reconnaître comme chef de la majorité. Et elle n'a même pas de véritable notoriété par esprit volontairement taquin. J'ai regardé le dernier sondage qui est paru il y a un mois d'un organisme qui s'appelle ELAB qui testait la notoriété des hommes politiques. Il y avait 33 personnes qui étaient testées. Il n'y avait pas Elisabeth Borne. Donc pas de notoriété, une technicité, pas d'ancrage. En réalité, c'est déjà le portrait qu'avait Jean Castex, puisque la différence qu'il y a entre les deux, c'est simplement une différence de texte. Et donc ce n'est pas une coïncidence que le président de la République ait fait ce choix-là. C'est une confirmation. Et de ce point de vue, c'est d'ailleurs assez amusant. Ça fera pourtant plaisir à ceux qui soutiennent Emmanuel Macron. Je crois que notre président de la République est le plus gaulliste que nous ayons jamais eu, parce qu'on a oublié, mais en 1958, quand le général de Gaulle nomme son Premier ministre, quand son porte-parole, qui était à l'époque Alain Ferfit, l'interroge, il dit alors comment je présente tout ça ? Et le général de Gaulle dit, et je vais vous le citer très exactement, n'employez jamais l'expression chef de gouvernement pour parler du Premier ministre, le chef du gouvernement c'est moi. Donc on est en 1962, on est en 2022, ça n'a pas vraiment beaucoup changé. Et d'ailleurs Michel Debré n'a jamais pris une décision tout seul. Et même, si j'en suis à raconter des anecdotes, le deuxième Premier ministre du général de Gaulle était un strict inconnu. Il a fait une petite carrière, ensuite il s'appelait Georges Pompidou, mais quand il a été nommé, il n'avait jamais pris la parole en public, il n'était jamais rentré dans l'Assemblée nationale, puisque le jour où il a fait sa déclaration de politique générale, en avril 62, il s'est trompé d'escalier pour monter à la tribune de l'Assemblée. Il a pris l'escalier qui a amené la chaire du président, montrant bien qu'il ne connaissait absolument pas les lieux. Bref. Donc, en réalité, on n'a pas vraiment beaucoup changé. Simplement, ce que le quinquennat a fait, c'est qu'il a accentué le déséquilibre entre l'Élysée et Matignon. Il y avait auparavant une bicéphalité. Il y a aujourd'hui, à l'évidence, une hiérarchie. Au point d'ailleurs que les deux présidents qui ont fait des quinquennats, Nicolas Sarkozy et François Hollande, pour une fois d'accord, dans leur dernier livre tous les deux, proposent la suppression de la fonction de Premier ministre. Donc on verra ce que va faire Emmanuel Macron, qui veut réviser les institutions, nous a-t-il dit. En tout cas, une chose est certaine, c'est que quand on regarde sa Première ministre, on voit bien que sa mission est beaucoup plus de s'effacer et de le laisser, lui, gouverner. Merci Jean-Jacques Urvoas. Allez, de quoi enchaîner avec Maxime Touzé pour l'interview politique. Bonjour Maxime Touzé. Bonjour. Vous êtes candidat pour la 7e circonscription du Finistère pour l'UDB, l'Union démocratique bretonne. Une réaction peut-être déjà à l'édito de Jean-Jacques Urvoas sur le rôle de notre Première ministre. Ouais, il y aurait plein de choses à dire. Moi, je serais plus pour la suppression du président et garder le Premier ministre, puisque le Premier ministre, s'il était issu du pouvoir législatif, on aurait plus un système bien plus démocratique que celui qu'on a actuellement. C'est le système qui existe en Allemagne, au Royaume-Uni, où l'exécutif en fait est l'émanation du pouvoir législatif et ça devrait être le pouvoir principal à notre sens. Donc c'était par rapport à la fin de l'édito réagir là-dessus, mais bon, il y aurait d'autres choses à dire. Mais... Et sur le remaniement dont on a parlé dans le JT, qu'est-ce que vous pensez de ces nominations aujourd'hui ? J'ai pas vu toutes les nominations, je vais être honnête. J'ai juste vu que c'était Elisabeth Borne, évidemment, les jours précédents, et j'ai vu apparemment qu'il n'y avait pas de Breton ou de Bretonne dans... Il n'y en a plus. Et alors que quelqu'un faisait remarquer du Télégramme, je crois que la région Bretagne est celle qui vote peut-être le mieux en faveur d'Emmanuel Macron. Et donc, bon, a priori, il n'y a pas de récompense de ce côté-là.
Jean-Jacques Urvoas, un mot sur ce remaniement? Ah oui, je complète Vous étiez la ancien garde carte, des Sceaux, voilà, mais- et je complète surtout la lacune d'Hubert Coudurier tout à l'heure, qui Oui, en parlant c'est de vrai, vous c'est devez vrai. nous apporter une nouvelle réponse. ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet, il l'a attribué à la commission des affaires sociales, se Auparavant, rappelait plus-il oui. nous. Alors, on l'a C'est pas une aidé non plus. humiliation pour la corporation à laquelle j'ai appartenu, puisqu'elle était présidente de la commission des lois Ah, de ben l'Assemblée voilà, oui, nationale. voilà, tout simplement. Voilà. L'erreur est réparée. Merci Jean-Jacques. Bon, et du coup, il n'a pas répondu Oui, sur alors son sur le point de vue remaniement. sur ce remaniement. Je pense que c'est un gouvernement qui est là pour 3 semaines. C'est un gouvernement dont on nous annonçait qu'il serait resserré. Il fait 27 ministres. C'est d'ailleurs tout vrai toujours. On nous annonce 15 ministres toujours. En réalité, il y en a toujours beaucoup plus. Moi, c'est un gouvernement que je crois un gouvernement d'attente. Je ne le trouve pas des gouvernements de combat. Je ne vois pas de glaive porté ni vers la gauche ni vers la droite. C'est un gouvernement de transition. Jusqu'aux législatives. Jusqu'aux donc. législatives. Alors, législatives, justement, on va en parler avec vous, Maxime Touzé. Donc, l'UDB, parti de gauche, qui se définit comme écologiste autonomiste. Vous allez présenter 25 candidatures en Bretagne historique, donc sur 5 départements. La Fédération Régions et Peuples Solidaires, dont vous faites partie, n'a pas été contactée pour faire partie de la NUPES. Est-ce que vous le regrettez? Vous auriez aimé faire partie de cette coalition de gauche? Alors, au niveau local, on nous a demandé souvent, on nous demande de temps en temps pourquoi on ne fait pas partie de l'Union de la gauche. Donc la question en général, elle est simple. C'est évidemment, comme on n'a pas été invité, la question ne se pose pas. On ne peut pas s'allier à une alliance, on n'a pas eu notre mot à dire sur le programme. Si vous De aviez toute été invité, façon, on si sait on que vous avait n'êtes pas été- très amis alors, avec les Ce qui Insoumis. se serait passé, je pense, c'est que ce qui nous pose problème sur la manière dont se fait peut-être l'alliance, c'est qu'elle s'est faite très très vite avec énormément de pression qui a été amenée par le parti qui arrivait en tête au premier tour des présidentielles. Donc l'union s'est faite de manière forcée, quoi. Donc est-ce qu'on aurait pu participer? On aurait sans doute été présent à des réunions si on nous avait invités. Est-ce qu'on aurait accepté de faire partie de l'union? Vu le programme qui est sorti hier, notamment sur certaines questions comme les langues régionales, effectivement, on n'aurait pas pu accepter ça de toute façon. Si jamais dans votre circonscription c'est une candidate NUPES que vous avez aujourd'hui dans votre circonscription face à vous, elle est au second tour, est-ce que vous la soutiendriez? J'aimerais bien discuter avec elle le soir du second tour, si jamais elle est au second tour, et puis ou si c'est moi qui est au second tour, l'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr. Et puis voir si on peut trouver un terrain d'entente sur quelques points importants pour nous. Effectivement, moi je ne suis pas contre l'union de la gauche si elle permet d'avoir une majorité aussi au Parlement, mais il faut qu'elle se fasse avec toute la gauche. Et quand on n'est pas invité, il y a un manque de respect aussi, quoi. Alors vous étiez, on va faire un peu de politique politicienne, vous étiez avec les écolos au Conseil régional pour les dernières élections. Écolos qui ont fait campagne contre les Insoumis donc dans ces élections régionales, mais pour les législatives, écolos et Insoumis sont ensemble, et vous n'êtes avec aucun des deux. Est-ce que ça manque pas un peu de clarté parfois? On peut comprendre que les électeurs s'y Oui, perdent. je peux comprendre que les électeurs s'y perdent. Il faudrait demander aux écologistes leur positionnement là-dessus. Nous, pour le coup, on a été assez clairs et cohérents sur notre ligne, quoi. La même ligne, on porte la même ligne aux législatives finalement que celle qu'on portait au régional l'année dernière. C'est à eux qu'il faut poser la question, je pense, mais nous, finalement, on reste cohérents, quoi. L'UDB, parti autonomiste, qu'est-ce que ça apporte d'être à l'Assemblée nationale pour un parti régional comme le vôtre? Malheureusement, D'être à Paris, oui, comme on dit. parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. C'est là-bas que se fait la loi et qui se trouve le principal pouvoir politique en France. La région Bretagne, c'est 5% des dépenses publiques en Bretagne. Donc on voit bien que les pouvoirs des collectivités locales sont des pouvoirs tout petits en fait. Donc on est obligé de passer pour l'instant par l'Assemblée nationale à Paris. Et donc on a besoin de faire entendre une voix un peu différente. Et il y a déjà des députés en région et peuple solidaire à Paris. Vous connaissez tous Paul Molac, mais il y a aussi des députés corses, il y a aussi d'autres régions. Et on espère que le nombre sera plus important à l'issue de ces élections. Si vous avez des députés à l'Assemblée nationale, est-ce que l'idée, ça serait de travailler avec les élus qui pourraient être NUPES, par exemple? Alors, Ou ça va dépendre, vous verrez selon les lois. Après, c'est ma conception de la politique aussi. On n'est pas là pour faire du blocage parce qu'on ne serait pas dans le même bord politique. On peut très bien trouver des points d'accord avec des gens de la gauche, peut-être même des fois avec des gens de droite sur certains points. Quand il Pas s'agit d'accord comme ça, total? Non, moi je pense que, même au niveau local, je suis élu au conseil municipal à Douarnenez, si je peux m'entendre avec aussi la majorité des fois, parce que ça permet de faire avancer l'intérêt général, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Je pense que c'est ça qui des fois manque un peu aussi en politique et qui peut rebuter pas mal de gens en se disant c'est bloc contre bloc et au final c'est que du clash permanent. C'est pas trop ma culture en tout cas, et si on peut trouver des points d'entente avec d'autres partis, et au contraire, c'est comme ça qu'on fait avancer nos idées aussi, quoi. On l'a dit, vous êtes alliés avec les écologistes au Conseil régional. Le fait que vous ne soyez pas ensemble sur cette élection-là, ça crée pas d'animosité? Il n'y a pas de risque de rupture au sein du groupe régional? Non, je pense pas. Moi, je suis pas auprès des élus, mais il y a 4 élus UDB au Conseil régional dans le groupe. Il y a 6 élus verts. Moi, les échos que j'ai eu avec mes copains, a priori, ça pose pas de problème. Donc, je pense que c'est
En fait, cette union de la gauche, pour l'instant, à mon avis, elle est temporaire. Ça dépendra aussi du résultat qu'il y aura à la fin du second tour des législatives et on verra ce qu'il y aura par la suite, quoi. Alors, l'arrêt d'ADEG en soutien à la langue bretonne est parti ce vendredi d'Ille-et-Vilaine. Dans le même temps, vous vous êtes inquiété déjà du programme de la NUPES concernant les écoles d'Iwan, car il prévoit ce programme de restreindre les financements par les collectivités aux écoles privées. Alors, c'est pas directement les écoles d'Iwan qui sont ciblées, c'est les écoles privées, mais malgré tout, vous avez déjà émis une alerte. En fait, donc ils proposent dans leur programme de supprimer la loi Carle et puis une autre loi qui permet des financements pour les écoles dites privées. De fait, les écoles d'Iwan ou les autres écoles immersives qui existent en France, il n'y a pas que d'Iwan, sont considérées comme des écoles privées, même si de fait elles préféraient plutôt être publiques, parce que c'est une école gratuite, laïque, et font le problème de l'éducation nationale. Est-ce que c'est parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que du coup ils mettaient les écoles comme d'Iwan dans ce package ? Le problème, c'est que l'année dernière, tous les députés France Insoumise ont voté contre la loi Molac, où il y avait des points qui permettaient d'avancer sur les financements des écoles d'Iwan. Donc la question est à leur poser. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent une clarification, de mon avis, rapidement sur ce sujet-là? Sinon, ça veut dire clairement, dans ce qu'ils proposent, c'est couper les vives financiers pour les écoles d'Iwan. Et donc, ça serait un très grave retour en arrière. Parmi les sujets au cœur de votre programme, il y a la santé et le logement, qui sont deux grandes thématiques, notamment le fameux statut de résident dans les zones en forte tension immobilière. On en a déjà beaucoup parlé sur ce plateau. Est-ce que c'est une proposition de loi que vous pourriez porter ? Si je suis élu, évidemment. En plus, on ne serait pas les seuls à porter cette proposition de loi. On sait que les Corses la réclament ce statut de résident principal depuis des années et des années. Ils l'ont même d'ailleurs voté à majorité là-bas. Ça ferait partie des propositions qu'on mettrait à la loi. Mais il y aurait d'autres solutions et d'autres propositions peut-être faciles à mettre en place dans un premier temps, parce qu'il y a des choses qui existent déjà, comme la réglementation aux zones tendues, qui suffirait d'étendre aux territoires qui sont vraiment sous tension, mais qui ne sont pas considérés sous tension par l'État. La réglementation aux zones tendues, c'est pour les agglomérations de plus de 50 000 habitants. Donc en Bretagne, ils considèrent qu'il n'y a que Nantes et Saint-Nazaire. Alors, il suffit d'aller voir dans le golfe du Morbihan, ou même en fait sur ma circonscription maintenant, quand on va dans le Cap Sizun, c'est un tiers de résidence secondaire, dans le Pays Bigoudin c'est un quart de résidence secondaire, et on est vraiment sous tension, tout le monde parle du logement tous les jours, c'est un vrai problème. L'inflation aussi, c'est dans l'actualité, elle est en hausse depuis plusieurs semaines. Quelles sont les propositions de l'UDB sur ce sujet ? Alors là, on va peut-être moins se différencier que par rapport à d'autres partis de gauche aussi là-dessus. Nous, on propose aussi l'augmentation du SMIC à 1 500 €. Là, il vient de passer à 1 300 € du fait de l'inflation. L'inflation va augmenter, donc mécaniquement, le SMIC va sans doute continuer à augmenter, mais il faut un coup de pouce supplémentaire. Il faut aussi bloquer les prix de certains produits de première nécessité, c'est primordial. Et on pense que sur les autres propositions, mais on se rend moins compte que c'est sur du pouvoir d'achat, mais si l'histoire du statut de résident joue aussi sur le prix de l'immobilier. Enfin, et voilà, c'est l'accès au logement, l'accès à la santé, tout ça, ça fait partie des choses qui finalement permettraient d'avoir un meilleur pouvoir d'achat aussi pour les citoyennes et les citoyens. Sur la santé, par exemple, on voudrait proposer ce qui se fait déjà en Alsace-Moselle, qui est une complémentaire santé publique obligatoire. Ça existe déjà là-bas. Au niveau communal aussi, il y a des initiatives, des mutuelles. Alors, si c'est adossé à la région et à la sécurité sociale comme c'est en Alsace, ça marche très bien. Ils sont à l'équilibre financier et ils sont beaucoup mieux remboursés sur toutes les prestations, presque toutes les prestations médicales. Et donc là aussi, on joue sur le pouvoir d'achat finalement, puisqu'on fait moins de dépenses pour sa santé. Je pose toujours cette question, on me dit souvent qu'elle est bête, mais quelle est votre ambition pour cette sélection-là à l'UDB ? Alors au départ, il y a quelques semaines, quelques mois, à titre personnel, en tout cas, c'était surtout faire parler de nos idées, parce qu'on a des idées originales et on pense qu'elles manquent dans le débat public, en tout cas au niveau national, c'est clair. Vu le contexte, on pense pouvoir aller plus loin. Vous pensez avoir quelques élus ? Second tour déjà, puis on verra le contexte arriver le 12 juin ou le 13 juin. Mais... Quel est l'intérêt pour un territoire d'avoir un élu UDB s'il est tout seul à l'Assemblée nationale ? Alors, comme je viens de dire, il serait sans doute pas tout seul, parce qu'on fait partie de régions un peu solidaires. Et après, ça dépendra de sa capacité à se faire entendre. Il faut un groupe d'amis, quoi. Le groupe d'amis, il existe déjà. Liberté et Territoire, qui était un groupe qui existait déjà avec Paul Molac, par exemple, et les députés corses. On pense qu'il va augmenter, donc on ne va pas prêcher dans le désert, ça c'est sûr. Tout à l'heure, quand on discutait avec M. Touzet avant de venir sur le plateau, je lui ai rappelé, parce qu'il est jeune, donc il n'a pas la mémoire que mon âge me permet d'avoir, qu'il y a eu le meilleur slogan de l'UDB pour moi, c'était en 1978, et que c'était pas hier. Voter UDB, c'est voter 2 fois, une fois pour la Bretagne, une fois pour la gauche.
Très bien. Est-ce qu'un jour on le reprendra Peut-être, C'est un bon sur les slogan. affiches. C'est vrai. Merci beaucoup Merci à Maxime vous. Touzet. On rappelle que c'est le dernier jour pour déposer les candidatures pour les élections législatives. On aura donc la liste officielle des candidats très bientôt. On reviendra évidemment dans Bonjour Bretagne sur ces élections avant le vote qui sont les 12 et 19 juin. Voilà.